j'entends toujours dire l'athlétisme, c'est plus au goût du jour, les enfants ils aiment pas ça, c'est plus dans l'esprit. Mais il y a une chose que je peux constater, même si, parce que je continue quand même à traîner un petit peu dans les établissements, ne serait-ce que pour voir les amis. Mais moi, on ne peut pas me targuer de ne pas être d'un spécialiste, je suis même un horrible spécialiste de haut niveau, hein, donc l'antithèse de l'éducation physique, dit-on. Mais quand je vois les pratiques qu'on propose aux élèves, je me dis, est-ce que toi, tu aurais aimé l'athlétisme comme ça? Parce que, encore une fois, et c'est pas du tout une critique vis-à-vis de la profession, parce que tout le monde ne peut pas passer son temps à connaître toutes les techniques athlétiques, mais il y a une sorte de double discours, c'est-à-dire que d'un côté, on dit l'éducation physique, c'est pas du sport, et puis dès qu'on propose, dès qu'on voit apparaître des propositions qui sortent un peu du champ culturel de ce qu'on appelle les fameuses pratiques sociales, eh bien la profession a quand même tendance à tousser un petit peu et à être assez réticente. J'en veux pour preuve, alors même si maintenant il y a prescription, mais quand on propose le 3x500 ou le pentabond ou des choses comme ça, on nous dit c'est pas du triple saut. Ben bien sûr c'est pas du triple saut, mais est-ce que ça se rapproche pas plus de l'esprit et des fondamentaux de l'athlétisme? Et est-ce que ça ne met pas un petit peu à portée de gens qui n'ont pas le niveau de ressources des gens de haut niveau? Je veux dire, leur faire vivre ces fameuses émotions athlétiques. Parce que, bon, je sais que ça se fait plus maintenant, mais lancer le poids ou le javelot à 10 mètres, et puis en vous mettant à zéro parce que ça tombe pas sur la pointe, alors que le javelot il est fait pour piquer à 40 mètres, ça va toujours un petit peu gêner. Alors encore une fois, je fais un petit peu de provoque, hein, mais maintenant à mon âge je peux dire vraiment ce que je pense, et je l'ai toujours dit d'ailleurs, mais si on me donnait un blâme, voire même si on met fin à ma carrière, de toute manière elle est terminée, donc il n'y a pas de gros risques. Alors je fais un plaidoyer pour ne pas proposer d'emblée les pratiques sociales de référence dans l'apprentissage d'un athlétisme scolaire. Moi il me semble que si on veut faire vivre à des élèves des véritables émotions athlétiques, c'est-à-dire des choses qui leur parlent, eh bien il faut faire tout sauf leur proposer, j'allais dire, de faire du copier-coller de ce qu'on voit faire chez les gens de haut niveau. Et encore une fois, si je dis ça, c'est pas pour dénigrer le haut niveau, loin s'en faut, mais c'est parce que les solutions techniques qu'ont trouvées ces gens-là, ils correspondent à leur niveau de ressources. Mais quand on s'adresse à des gens qui n'ont pas ce niveau de ressources, ces réponses techniques-là, elles sont tout sauf efficaces. Alors après, on s'étonne qu'ils ne progressent pas, c'est des éternels débutants, etc., etc. Et moi, je vais essayer de vous proposer une approche un petit peu plus pragmatique, qui a comme objectif d'amener les gens à réaliser les meilleures prestations, pour pas dire le mot performance, encore que moi je ne vois pas pourquoi on laisserait ça au domaine du sport. La performance, ça veut dire réalisation, donc il n'y a pas de raison qu'on ne s'approprie pas en éducation physique. Et je vais vous proposer une solution qui peut être un peu plus accessible, même quand on n'est pas des vrais techniciens. Et bien entendu, on ne peut pas être des vrais techniciens en tant qu'enseignant d'éducation physique, dans toutes les spécialités athlétiques. Et je vais essayer de substituer à cette approche trop souvent observée une stratégie pédagogique plus adaptée au niveau des ressources des élèves, et qu'on pourrait appeler, alors je l'ai appelé, la gestion du couple équilibre-propulsion. Alors encore une fois, ça va être un tout petit peu théorique au départ, mais je vais vous faire des propositions très concrètes, et puis ensuite des propositions très concrètes qu'on essaiera d'aller vivre sur le terrain samedi, pour vous montrer qu'en gros, qu'est-ce qu'il y a à observer pour savoir si l'élève il est apte à passer à quelque chose de plus élaboré, ou au contraire, s'il faut le laisser à ce niveau-là. Cette gestion du couple équilibre-propulsion, dont je vais essayer de vous dresser des grandes lignes, c'est pour moi ce qui pourrait être la clé de l'apprentissage. Et comme nous, on a comme ambition d'essayer, en tant qu'enseignant, d'essayer de leur proposer l'aboutissement le meilleur possible pour atteindre des objectifs éducatifs, parce qu'encore une fois, l'athlétisme pour l'athlétisme, on peut aller le vivre en club, c'est pas véritablement l'objet, mais quand on dit on va se servir des APS pour obtenir les objectifs éducatifs, quand on nous dit c'est grâce à la motricité qu'on atteint les objectifs éducatifs, quand la motricité, comme je le vois trop souvent, elle est asymptotique du zéro,
qu'est-ce qu'on a comment on va les atteindre ces objectifs? On a des outils qui valent rien. Encore une fois, je ne vais pas prendre des précautions, j'ai 1 heure et on va essayer de ne pas dépasser le temps. Alors le technicisme semble caractériser à l'heure actuelle les apprentissages en athlétisme. Alors qu'est-ce que j'appelle le technicisme? C'est mettre l'élève dans des situations qui sont le plus proches possible des activités de référence, on va dire, et attendre de leur part une forme gestuelle qui s'en rapproche. Alors, je vous donne déjà 2-3 exemples. Quand on dit à des gamins il faut ramener la jambe sur les S sur le côté, ça me fait bondir, parce que pourquoi les athlètes de haut niveau ils ramènent la jambe sur le côté? Parce que les haies sont au-dessus de leur enfourchure. Mais quand on propose des haies où on peut ramener la jambe dans l'axe, moi j'ai jamais vu un sprinter qui courait en ramenant les jambes sur le côté. Donc souvent on propose des solutions parce que ça se rapproche de la gestuelle de l'athlète de haut niveau, mais c'est pas ça en réalité le fondement technique. Le fondement technique, il est dépendant du niveau de ressources, il est dépendant des situations dans lesquelles on les met. Alors, un constat qui peut être étendu à l'ensemble des APSAL, parce que des fois, je pense qu'on a tendance aussi à retrouver un petit peu ce schéma, là, on a peu de temps, on a 4-5 séances pour leur faire apprendre quelque chose, et on veut que ça ressemble à quelque chose qui est de la haute performance, quoi, en gros. Mais c'est peut-être davantage observable dans notre activité. Alors, c'est quelque chose que je répète souvent, hein, j'ai un proverbe, on dit l'athlétisme est une habileté fermée, c'est ça qui fait l'esprit ouvert. Hein. Donc, je revendique le fait que ce soit une activité fermée. Les activités fermées, elles ont un rôle dans la motricité, mais elles ne couvrent pas toute la motricité. C'est pas en défendant l'athlétisme, je ne veux pas que grâce à l'athlétisme, on puisse atteindre tous les objectifs éducatifs de l'éducation physique. Non, c'est un outil. C'est un outil puissant dans certains secteurs, et puis qu'il l'est beaucoup moins dans d'autres. Donc il ne faut pas essayer non plus au travers de toutes les APS. Vous avez une batterie, hein, mon grand-père il disait, tu peux enfoncer un clou avec un rabot, mais avec un marteau ça va mieux. Hein. Et bien l'athlétisme c'est ça. Dans certains secteurs de la motricité, on peut et on doit faire recours à l'athlétisme. Il y a même des avantages très importants dans le domaine de l'évaluation, etc. Mais dans d'autres secteurs, la socialisation en athlétisme, non. Vous allez me dire, oui, il y a les relais, d'accord. Mais enfin, ce n'est pas l'esprit même de l'athlétisme. Donc faisons faire à cet outil ce pourquoi il est fait, mais utilisons véritablement cet outil pour ce qu'il est. Comment on le définit, l'athlétisme? C'est justement la recherche de reproduction des solutions techniques adoptées par les athlètes de haut niveau, et ce, à n'importe quel niveau de pratique. C'est-à-dire, on veut, par exemple, que l'élève en 6e, il fasse un saut en hauteur avec une course curviligne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors d'ailleurs, le gamin, il le sent. Hein. Qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous court et il vous penche la tête. Mais en aucun cas, il est dans le virage avec une inclinaison qui lui ferait prendre des prises d'avance en translation ou les prises d'avance latérales. C'est-à-dire qu'il fait son boulot d'élève, on lui demande ça, il fait ça. Et très souvent, il y a plein de solutions comme ça qui sont... Alors on le dit avec la meilleure bonne foi du monde, mais elles sont pas justes ces solutions-là. Quand vous dites à un gamin griffe derrière l'obstacle, le gamin il est à ça au-dessus de la S, il vous écoute, il fait un salto avant, il n'est pas encore au sol. Et puis il est déjà déséquilibré, et quand on dit griffer, c'est quoi un griffer? C'est la suppression de la phase d'amortissement. La suppression de la phase d'amortissement, alors bien sûr on va dire l'amortissement c'est un blocage, j'ai même écrit dans des livres, c'est sûr. C'est un blocage quand on n'a pas des problèmes d'équilibre. Mais quand on a des problèmes d'équilibre qui de toute façon nous empêchent de propulser, c'est pas ça qu'il faut dire. Ou c'est pas à lui dire attaque à 2/3 de la hauteur de la haie, attaque de loin si tu vas vite. Mais quand le gamin il arrive, il met un grand coup de haie, si on lui fait attaquer loin, il va sauter encore plus haut. Parce qu'il veut sauver l'essentiel et puis il ne veut pas retomber à cheval sur la haie, quoi, etc. Donc vous voyez, des fois on a des consignes qui ne sont pas des consignes judicieuses, au moins un certain niveau de pratique. Alors qu'on les connaisse, ces consignes-là, pas de problème, mais justement dans la gestion du couple équilibre-propulsion, c'est des propositions qu'on fera aux élèves quand ils auront résolu leurs problèmes d'équilibration. Tant qu'ils ne les ont pas résolus, vous les envoyez dans le mur. Et puis vous l'avez tous vu. Je veux dire, c'est une simple question de bon sens. Tous ici, vous avez observé. Quand on dit le gamin, il va plus vite départ debout que départ en start. Ah ouais, il va plus vite départ debout que départ en start. Ou il lance plus loin, sans élan qu'avec élan. Bah oui,
Parce qu'au moins, un départ debout, il est équilibré, donc tout ce qu'il va mettre, ça peut servir à sa propulsion. Alors que si vous lui mettez la tête en bas, les fesses en l'air, en plus il a les jambes tendues, il ne peut même pas pousser dessus, qu'est-ce qu'il fait? Il se redresse et après il part. En ce temps-là, l'autre il a déjà fait 2 mètres. Donc c'est logique. Et sur un élan, si vous prenez un élan au poids, au disque, une volte complète, le gamin il ne sait même plus où il est. Et donc il est clair que n'étant pas équilibré, il ne peut pas propulser. Donc il suffit peut-être d'avoir cette vision des choses pour pouvoir proposer des choses souvent plus simples et qui en plus produisent des effets positifs. Alors souvent d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le technicisme? Moi je suis pour la technique. Bien sûr que c'est un objet culturel important. Mais le technicisme, ça c'est une déviance de la technique. On veut observer la gestuelle spatiale, la gestuelle, on veut que l'élève, ce qu'il fasse, ça ressemble à ce que fait l'athlète de haut niveau. Et des fois, ils y arrivent, les gamins. Ils y arrivent, mais ça perturbe complètement leur performance. Encore une fois, ils font leur métier d'élève. Alors la tentation est grande alors pour les éducateurs de proposer ce type d'approche, parce que trop souvent, alors c'est pas une critique, encore une fois, quand j'ai fait mes premiers cours de danse, je vous rassure, j'étais pas à l'aise. Hein. Techniquement, j'ai dû faire beaucoup de bêtises, mais parce que trop souvent, ils ne maîtrisent pas suffisamment la diversité des spécialités de la discipline. Il faut avouer que maîtriser à fond, enfin, au moins aux fondamentaux, toutes les disciplines athlétiques, et je pense que même dans les UFR, on a été un peu responsable de ça, on délaisse petit à petit et on vous lâche avec un métier, et puis les APS, la connaissance elle est bonne pour un cycle quoi, hein. On fait 6 séances, on a ça devant nous et puis des fois après on a un petit peu plus de difficultés. Parce que les cycles d'apprentissage, et pas simplement au milieu scolaire, restent très courts. Parce que ce que je vous dis comme démonstration, je l'observe tous les jours au club. Dans une école d'athlétisme lambda, hein, on va parler de Montpellier parce qu'on en est loin de chez vous là, donc eh bien, il y a des gens qui sont de parfaite bonne foi, qui sont des volontaires, qui viennent là tout le temps, mais qui proposent des choses qui sont de même nature à des gamins. Attaque loin de la haie, rase l'obstacle, des choses comme ça. Et donc on n'a pas beaucoup de temps, alors on voudrait que très rapidement, ça ressemble à ce qu'ils voient à la télé, quoi, en gros. Et puis parce que l'évaluation, quand elle s'appuie sur ce type d'observable, apparaît faussement, à la fois simple et fiable. C'est-à-dire que est-ce qu'il a couru en virage? Oui, il a couru en virage. Pour autant, est-ce que ça l'a aidé? Non. Ça l'a handicapé. Est-ce qu'il a ramené la jambe sur le côté? Est-ce que... etc. etc. Moi, je me rappelle de consignes, hein, d'observables justement qui étaient notés au bac, où il fallait sauter en hauteur. Alors, il y avait la performance qui était prise quand même, mais il fallait accélérer les derniers appuis. Attends, quel prof est capable de savoir si c'est une accélération qui génère de la prise d'avance, c'est l'intérêt de l'accélération, ou bah, l'élève, il faisait ta, puis à la fin, donc j'ai accéléré, boum, allez hop, il y avait une note entre guillemets de style. Alors les gens un peu plus anciens, là, vous devez vous rappeler de ce genre d'évaluation. Bon alors, je vais plus loin, et alors il faut que je lance sans élan avec élan. Mais si on ne prend pas la performance, j'ai compris, moi, tous mes élèves, ils ont la moyenne, hein, si c'est 10 et 10. Hein. C'est-à-dire que je leur dis, sans élan, balance-toi le poids sur les pieds, ou balance le javelot à 2,50 m de toi, puis avec élan, tu iras plus loin, et donc tu auras une grosse note de progression avec l'élan. Il faut aussi arriver à gérer ce genre de choses. Pourtant, les effets pervers de ce modèle s'avèrent désastreux. Pourquoi? Parce que les solutions efficaces pour le confirmer sont totalement, ça, il faut vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que vous acceptiez. Ce que fait le champion, c'est totalement inadapté pour un élève qui a un niveau de ressources inférieur. Exemple encore une fois, j'en dis pour essayer de vous faire 3 foulées dans l'intervalle. 3 foulées dans l'intervalle, c'est même pas dans le règlement athlétique. Si vous avez un gars, il veut faire 5 foulées dans l'intervalle, sauter par-dessus les haies, du moins qu'il reste dans son couloir, s'il veut faire un salto avant, il a le droit. Et pourquoi on leur impose de faire 3 foulées? Alors, 3 foulées, même en choisissant un petit peu des intervalles réduits, qu'est-ce que ça représente? Ben, le gamin, il va réussir à le faire sur le premier, il se plante derrière le deuxième haie, et là, il fait une session de triple saut,
Et puis très vite, il passe après alors à 5 appuis, etc. Parce qu'on lui demande des choses qui sont déjà, un, pas intéressantes, deux, et encore une fois, j'ai fait récemment une petite intervention là, à Rennes, vous verrez, moi je ne le verrai pas, mais dans quelques années, le recordman du monde du 110 mètres haies, il fera un 110 mètres haies en 2 foulées. 9 mètres 14. Mais ils font un bond qui est pas loin de 5 mètres. Combien il leur reste dans l'intervalle sur les 9 mètres 14? Il leur reste 5 mètres et des poussières. Donc ça veut dire qu'en gros, ils font des foulées d'1 mètre 70. Un coureur de 110 mètres haies, ça fait tout ce qu'on dit qu'il ne faut pas faire techniquement. Ça court les pieds comme ça lève surtout pas les genoux. Et puis ça reste sur la pointe des pieds. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer là-dedans. D'ailleurs, il y a déjà un athlète qui a fait un 110 mètres haies en 2 foulées. Pourquoi en ce moment c'est pas encore le record du monde? Parce qu'il faut savoir passer des 2 jambes. Mais dans 10 ans, vous aurez un Jamaïcain quelconque là d'un mètre 95 et puis un Sean Bolt qui fout la 2,70 de 80 à 100 mètres. Donc c'est pas un problème du tout. Je vous dis ça juste pour l'anecdote, pour vous dire que faut pas donner, déjà a priori, il faut déjà pas demander aux élèves des choses qui ne sont pas importantes, parce que ça fait même pas partie de la logique de l'athlétisme. Il s'ensuit une stagnation des performances qui transforme le pratiquant en éternel débutant, ce qui lui fait perdre progressivement toute motivation, même si en milieu scolaire, l'usage des formes ludiques de surface sont abondamment... Alors les collègues, j'ai vu plein de choses très amusantes dans lesquelles il y a eu une adhésion des élèves, c'est déjà pas mal. Mais c'était plus des formes jouées qui ne respectaient pas les fondamentaux de l'athlétisme. Alors c'est autre chose que de l'athlétisme, ils ont parfaitement le droit, mais par contre, ces formes ludiques, là, elles ne sont pas athlétiques. Et il faut trouver des formes ludiques athlétiques. Alors j'essaierai de vous en faire vivre samedi, par exemple. Alors oui, stagnation des performances, parce que ce qu'on leur propose, ça ne les fait pas progresser, ça ne peut pas améliorer leur performance. Alors, désintérêt, ce qui se traduit dans le milieu fédéral où on voit exactement les mêmes choses, et encore une fois, moi je milite pour l'EPS, c'est pas si éloigné du milieu sportif, alors du haut niveau bien sûr, mais le haut niveau ça représente 3% des pratiquants. Quand vos enfants là, ils vont au club le mercredi et puis qu'ils jouent le dimanche quand ils restent pas sur le banc parce que l'entraîneur il les fait pas jouer parce qu'il est pas assez bon, ils n'ont pas des horaires plus importants que nous, hein. Il y a le volontariat, des gens qui y vont, c'est tout, mais l'adhésion des élèves, moi ça me semble pas en EPS le principal problème si on leur propose pas des choses. Si on leur propose de la musique classique alors qu'ils aiment le rap, c'est sûr, mais c'est un peu ça qu'on fait en ce moment en athlétisme. C'est-à-dire qu'on leur propose des pratiques qui sont des pratiques élitistes, alors que c'est pas ça qu'ils aiment, quoi. Ils ont envie de donner un petit peu. Alors, est-il possible de substituer à ce modèle une autre démarche plus attractive parce que plus efficace? Et d'ailleurs, n'est-il pas abusif d'évoquer le terme de la technique athlétique? Parce que, qu'est-ce qui associe un marathonien à un lanceur de poids, quoi? L'athlétisme, c'est avant tout une pluralité de pratiques, c'est des schémas techniques qui sont un petit peu différents. Mais est-ce qu'ils sont aussi différents que ça? Et est-ce que nous, en tant qu'enseignants d'éducation physique, notre intérêt, ce ne serait pas d'essayer de leur faire assimiler, de leur faire s'approprier ce qui est fondamental dans toutes les pratiques athlétiques? Et il y a des choses qui sont fondamentales dans toutes les pratiques athlétiques. Moi, je pense que cette diversité, c'est l'atout principal de l'athlète. Elle permet d'explorer les limites extrêmes de la motricité humaine. C'est-à-dire qu'on verra que parmi les fondamentaux qu'il faudrait toujours essayer c'est que quand on fait une petite acquisition technique, et là je ne parle pas de technicisme, je parle d'une acquisition technique, eh bien on ne fait de l'athlétisme que quand on réussit à la maîtriser à un niveau d'intensité important. Je vous donne un exemple qui était encore issu des vieilles pratiques, mais de toute manière j'ai connu que celle-là, enfin bon j'exagère un peu, mais courir à allure régulière. Courir à allure régulière. C'est un véritable objectif quand on court aux limites de ses possibilités. Enfin, aux limites par rapport au temps, bien sûr, d'effort. Mais qui est-ce qui ne marche pas régulièrement, spontanément? Tout le monde marche régulièrement. Si je fais du Canada Dry de course à pied, c'est-à-dire que c'est le goût de la course à pied, la couleur de course à pied, mais c'est pas de la course à pied. Si on ne se préoccupe pas de l'intensité, la régularité, ça n'a aucun sens. C'est déjà acquis. Donc, il faut faire attention et respecter
ce qui génère un vrai athlétisme, même si bien sûr on le reproduit au niveau du niveau de ressources de nos élèves. Il est clair qu'on n'est pas en train de fabriquer des champions. Mais en faisant ça, on peut en fabriquer des champions. On leur interdit pas de le devenir si eux, ils en ont envie.